Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Ajara Poulioglu, je suis thérapeute parents et enfants. J'accompagne les enfants, les familles en cabinet et en visio depuis 12 ans déjà. Je suis moi-même maman de 2 enfants. Sur cette chaîne, vous allez avoir des vidéos conseils, des vidéos de guidance parentale et des vidéos de réflexologie bébé et plein d'autres petites astuces. On est dans la deuxième partie de la vidéo. J'avais fait une petite story Instagram pour vous demander de me poser des questions. Et voici la deuxième partie des 5 prochaines questions. Donc je vous apporte mes réponses. Bien évidemment, n'hésitez pas à apporter des précisions, d'ajouter vos propres valeurs, vos propres commentaires là en bas pour permettre à d'autres parents de voir votre expérience, de voir votre avis aussi de parents. C'est très important. Voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis à tout à l'heure. 6e question, comment poser des limites sans culpabiliser? On en vient un peu aux limites de tout à l'heure, donc je vais être un peu assez rapide sur celle-ci. Les limites, vos limites ne sont pas négociables. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je peux dire. Vous avez vos limites, vous avez votre méthode d'éducation. Ce n'est pas discutable. Voilà, tu fais ça, point à la ligne. Les règles peuvent vaciller un peu, c'est normal, on est humain, heureusement. Mais la base, le socle de vos valeurs est là. C'est non négociable et c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je gère mes règles. Et c'est ça que je dis aux parents, que ça plaise ou non. C'est tout, on ne va pas chercher midi à 14h. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, numéro 7. Comment réagir quand mon enfant revient de l'école en disant qu'il se fait harceler? Comment réagir? Ce n'est pas évident, si je puis dire, parce qu'il y a notre propre prisme qui est engagé. Moi, je dirais qu'au début, la première fois, faire prendre conscience à l'enfant et ne pas forcément poser le mot sur ce qui s'est passé. Par exemple, il s'est fait embêter. On commence d'abord. Est-ce que tu t'es fait embêter? D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut le gérer? En parler à votre enfant. L'inviter à se défendre, parce que vous n'allez pas toujours être là pour faire tout à sa place. Il faut apprendre à l'enfant à se défendre. Tu te défends, tu rétorques. Si on te dit, ah oui, t'es comme ça, tu réponds. Ah, t'es pas intelligent, tu réponds aussi. Et si votre enfant n'y arrive pas, vous essayez d'aller voir la maîtresse si c'est au primaire, au collège un peu plus, même si d'expérience, je sais que les collégiens n'aiment pas qu'on aille voir leur prof pour en parler, mais au départ, essayez de ne pas poser le fameux mot dessus. Laissez venir, entre guillemets. Si une fois, ça peut passer, on peut embêter votre enfant une fois, n'en faites pas un drame. Sauf si il a été atteint physiquement. Voilà, là, il y a un problème. Mais si c'est juste une parole, ah, mais toi, t'es bête, t'es je sais pas quoi, ça peut être juste un enfant méchant. Mais à nous, parents, de ne pas forcément se dire, ah, c'est ça, ça doit être ça. Forcément, c'est ça. Donc, on laisse, première fois, du même enfant. Deuxième fois, là, on commence à parler. C'est inacceptable, on part voir les profs ou la maîtresse. Troisième fois, il y a un problème. Et là, on peut mettre le mot. D'accord, il y a une insistance. Il est dérangé, il est insulté, il est traité par le même enfant. Donc là, on peut mettre le mot harcèlement dessus. En plus, sachant que les enfants sont devenus des loups pour eux-mêmes, si je puis dire. Donc, préservez vos enfants, apprenez à vos enfants à se défendre. Voilà, il n'y a que ça comme solution. Parce que se victimiser n'est pas la solution. On se défend dans la mesure du possible sans devenir bourreau, sans devenir nous-mêmes harceleurs. Mais on se défend, on ne se laisse pas faire. Voilà, ça c'est mes principes, c'est ce que j'apprends à mes enfants. Il ne faut pas te laisser faire. Voilà, parce que... et puis quoi encore? Ensuite, pourquoi ai-je l'impression de reproduire les erreurs de mes propres parents? Alors, les schémas répétitifs, il y en a toujours et il y en aura toujours. Le plus important, là déjà dans la question, je perçois qu'il y a une prise de conscience. Qu'on est conscient que, ah là, je sens que je suis en train de reproduire un schéma parental qui ne m'arrange pas et qui ne me plaît pas. À partir du moment où on en prend conscience, ben là on peut agir. Donc, je prends conscience qu'il y a un schéma, je prends conscience que d'accord, là il y a un problème, il y a un truc
que je connais, mais que je n'aimerais pas approfondir, que je n'aimerais pas nourrir, ben à ce moment-là, on le coupe. On le coupe à la racine. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des thérapeutes qui accompagnent dans ce sens pour couper les liens avec une répétition de schémas d'éducation, voire même de traumatismes ou de choses horribles qui arrivent dans des familles, abandon du père, voire abus. Donc il y a des choses qui se répètent dans certaines familles. Quand vous en prenez conscience, justement, c'est déjà le début de la fin de ce schéma. Prenez-en conscience, mettez les mots, conscientisez et arrêtez de répéter. Voilà, arrêtez de répéter ce truc. Si c'est, je sais pas, le rabaissement ou les mères se rabaisser leurs filles de génération en génération, ou que les mères, je sais pas, tomber enceinte à 16 ans, de génération en génération, il faut couper ça en toute conscience. Et même, pourquoi pas faire un rituel, un réel rituel, pour couper dans l'invisible comme dans le visible, que ça y est, j'ai pris conscience. Je ne veux pas perpétuer ce lien, je ne veux pas nourrir ce lien, je m'en détache, je m'en débarrasse, en respectant la lignée, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je fais le choix de ne pas transmettre cette répétition de schéma à mes enfants. Je dis stop, je dis enough is enough. Voilà, je m'arrête là. Merci d'avoir perpétué, vous autres derrière, je vous respecte, mais aujourd'hui, et ce qu'il y aura devant ma lignée, je décide que c'est non. Ça aussi c'est possible, parce que tout part de nous, tout est décision personnelle. Et déjà ces mots prononcés, c'est d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère avoir répondu à ta question. On va passer à la dernière, je pense. Quoique je m'embrouille peut-être. Alors, l'avant-dernière. Comment préserver la relation de couple quand on devient parent? Aïe, 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 aïe. Alors là, c'est la question la plus importante des questions. Je pense. Selon moi. Donc, quand on devient parent, il y a une grosse instabilité qui s'installe parce que l'attention se déplace des autres enfants. S'il y a, là, on va partir sur le cas d'un couple avec un enfant. Comme ça, on se facilite la tâche. Je ne sais pas, je ne connais pas ton contexte, ma belle, toi qui as posé la question. Mais je vais supposer, je suis désolée, qu'il y a toi, ton chéri et votre bébé. Donc, comment préserver ça? D'abord, comme je disais tout à l'heure, l'attention est déplacée. Il quitte du chéri vers le bébé. Pourquoi? Parce que le bébé, c'est un nourrisson. Sa vie dépend des parents. Il est totalement inconscient, innocent. Il est inconscient du monde qui l'entoure, inconscient des dangers. Il est dépendant au sens propre, figuré et tous les sens possibles de vous, de votre nourriture, de vos bras, de changer. Si on ne change pas un bébé, il ne va pas le faire tout seul. Donc il est dépendant. C'est pour ça qu'au début, les premiers mois, ce n'est pas évident. Vous êtes à 100% dans le bébé, vous êtes HS, vous avez accouché, c'est énorme comme truc dans une vie quand même, hein, on ne va pas se le cacher. Vous êtes au bout de votre vie de fatigue et il y a ce petit bébé qui n'est que amour. Et parfois beaucoup de pleurs, beaucoup de biberons, beaucoup de couches, beaucoup de manque de sommeil. Et donc nous-mêmes, la maman, on est à bout, le père, il est à bout. Donc si on ne prend pas conscience que c'est normal d'être dans cet état, on va croire que c'est le couple qui va mal. Ce n'est pas le couple qui va mal. Dans certains cas, c'est le couple. Mais dans beaucoup de cas, c'est la pression de la parentalité qui arrive ou la nouvelle parentalité qui fait que le couple s'affaisse. On ne s'entend plus, on ne se voit plus, on ne se parle plus parce qu'il y a un bout d'amour qui est là, qui demande toute l'attention du monde pendant quelques mois, le temps que tout se remette un peu à peu près comme il faut. Moi, je dirais que la première année est la plus compliquée et la plus dangereuse pour les couples parce qu'on a tendance à se séparer dès la première année, ce qui est une grave erreur pour les couples qui marchaient bien avant la naissance, bien évidemment. Donc, prenez le temps de parler
de parler, même si je sais que les hormones, voilà, on est chamboulé, on est au bout de notre vie, mais parlez, ouvrez-vous, expliquez ce que vous ressentez, je suis fatiguée, et c'est valable pour le père. Papa, parle, ouvre-toi, exprime-toi et surtout essaye d'aider, s'il te plaît, la maman pour ne pas qu'elle se retrouve isolée avec son bébé, et ça arrive très souvent. Donc vous n'êtes pas toi et lui tout seul, vous êtes une équipe, vous avez un nouveau petit joueur pour l'instant qui ne demande qu'à être aimé et à être guidé par vous. Si votre couple était suffisamment solide, je vous le promets que d'ici une petite année, vous allez voir, ça ne sera que amour et bonheur. Mais en attendant, repos, on délègue tout ce qu'on peut déléguer, communication, et prenez quand même un peu de temps entre vous, juste le couple. Voilà, même si on va laisser l'enfant 1 heure, 2 heures, on sort marcher, on sort boire un verre, on revient. Ça fait du bien pour ceux qui ont la chance d'avoir encore les parents, des sœurs qui peuvent garder le bébé. Voilà. J'espère avoir répondu pareil à cette question. Il nous reste une dernière question. Comment éviter de répéter 15 fois de passer à table et venir mettre les couverts? C'est une question de H- enfin, je ne sais pas trop. De toute façon, depuis tout à l'heure, je ne disais pas qui posait les questions. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part ou pas. Mais voilà. On en revient aux limites et aux non négociables. On n'est pas dans la négociation. On impose. Parfois, il faut imposer. On impose les choses. Ce soir, c'est ton tour de mettre la table. Tu mets la table. Il n'y a pas non, non, non. Sinon, c'est mots de tête. Effectivement, on répète 15 fois. Et quand on répète 15 fois en criant, on perd notre crédibilité. D'où ce que je dis toujours dans tous mes accompagnements quand les parents viennent me voir en thérapie familiale, au cabinet ou en ligne. C'est la première chose à faire après une thérapie familiale, c'est de couper tous les cris de la maison. On arrête de crier pour parler. On arrête de hurler, d'exiger en criant. Surtout si ça ne marche pas. Premièrement, on fait ça déjà 1 semaine, vous allez voir. Ensuite, une fois qu'on a arrêté de crier pour exiger, on remet les pendules à l'heure, on dit ok, là on est dans une démarche de thérapie familiale, on est dans une démarche de reprise en main des choses dans la famille, chacun va y mettre du sien. Les enfants savent que ah d'accord, ok, là ce n'est plus comme avant, chacun aura son planning, chacun aura ses rôles, ses tâches écrits en grand sur le frigo, ça sera non négociable, ça fait partie des règles comme la question de tout à l'heure. Ce soir, c'est ton tour, vide la vaisselle et tu mets la table. C'est comme ça. Et on ne crie plus, on ne crie pas. Parce que quand on crie, on n'est pas crédible, on paraît désespéré. Quand on arrête de crier, dès qu'on va hausser le ton, l'enfant va comprendre que là, j'ai dépassé les bornes, j'ai grignoté les limites. Il saura que vous êtes énervé, que vous êtes au bout de ce que vous pouvez supporter, que là, voilà, tu mets la table là, sinon moi je suis fatiguée. Voilà. Et l'enfant va comprendre. Et arrêtez de répéter les choses. Bah, ça ne sert à rien. Si au bout de 2-3 fois, il ne l'a pas fait, vous lui proposez, est-ce que tu veux que je t'aide? Est-ce que tu veux que je t'aide à vider le lave-vaisselle? Vous allez l'aider, bien évidemment, vider 2-3 couverts, il fait le reste. Vous êtes juste là pour l'encourager au début, parce qu'il a besoin de ça. N'hésitez pas à le féliciter. Merci d'avoir vidé le lave-vaisselle. C'est très bien, je suis fière de toi. C'est important pour les enfants. Pareil pour mettre la table. Au début, si vous voyez que ça ne va pas de soi, au début, allez l'aider. Chérie, tu veux que je t'aide à mettre la table? Tu veux que je puisse te montrer comment on fait? Vous lui montrez, vous l'aidez, ça va prendre 2, 3, 4, 5 fois. La patience est la clé de l'éducation. Donc vous montrez, et puis après, ce soir c'est ton tour. Toujours sans crier. Vous exigez avec fermeté, mais vous ne criez pas. Parce qu'à chaque fois qu'on crie, on n'est plus crédible, on perd notre crédibilité, c'est aussi simple que ça. L'enfant voit que, oui, ça y est, elle a perdu ses moyens.
Voilà, donc c'était ma petite vidéo pour répondre à vos questions. Je vais publier une vidéo tous les dimanches matin. Je vous mettrai en story Instagram la publication de la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce pour encourager mon travail. Et j'espère avoir répondu, j'espère avoir pris le temps. N'hésitez pas à me laisser d'autres questions bien évidemment et j'y répondrai. Je pense que ça sera un peu le format de ma page, le fait de répondre aux questions des parents. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. On se retrouve sur Instagram. Au revoir.